Donc je vais être bref, en fait je vais laisser la parole à Nicolas le plus longtemps possible. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier Pianic, je suis le maire de Notre-Dame-de-Livois, une jolie petite commune qui est à 3 minutes d'ici. Je suis le secrétaire départemental du Parti Debout la France. Donc on a été visiter le Chêne-Loup, l'éco-parc. Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir que Nicolas ait pu venir dans notre belle région, qu'il ait pu rencontrer Monsieur Tréhé, le conseiller départemental, le président de la communauté de communes et maire de Bressé, qui a eu la gentillesse en fait, de nous accueillir dans sa ville. Deuxième chose, en fait, c'était vraiment très important pour moi que Nicolas puisse venir, alors pas forcément dans une grande ville comme Avranches, Saint-Lô ou Cherbourg, mais vraiment en fait à Bressé, d'une part parce que j'y habite, je suis dans cette communauté de communes, qui est une très belle région, et puis pour montrer aussi que les communautés de communes à taille humaine comme la nôtre peuvent justement faire des projets, créer de l'emploi. C'est le but en fait des élus locaux, des élus de terrain, en dehors de toutes les politiques politiciennes qu'on peut avoir et des fois après chez nous en fait. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie donc la ville de Bressé, je remercie les personnes de Debout la France qui sont là, donc les candidats au régional, donc Nicolas Calbris qui dira un mot à la fin, et Anne Boissel qui est ici. Elle va arriver tout à l'heure. Bon. Et maintenant je vous demande d'accueillir donc Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment ravi de te recevoir ce soir, d'être venu en fait dans notre belle région. Alors je veux te dire aussi... Anne est passée où? Je sais pas justement. Elle arrive. Il y a une petite anecdote en fait que je voulais te dire, c'est que ce que tu sais pas, bon, vous le savez tous, on est un parti gaulliste. J'ai amené ma cravate, je suis désolé, mais je l'ai pas mise. Bah, et moi je l'ai mise. Il est plus chic que moi, il a une cravate. Ouais, c'était pour se voir. Je disais donc justement, ce que tu sais pas et il faut que tu saches, en étant un parti gaulliste, le général de Gaulle est venu, donc tu devais venir hier normalement, on a changé les plannings justement avec M. Tréhé. Le général est venu il y a 70 ans, jour pour jour. Le 10 juin, il s'est arrêté, il partait justement à Saint-Hilaire, et le maire de l'époque était M. Loivet, si je ne me trompe pas, l'avait accueilli en fait, vite fait en fait au passage, il avait mis son écharpe et le général s'était arrêté pour le saluer. Voilà. Et ça fait 70 ans, jour pour jour. Voilà, donc comme quoi, il y a des signes du destin peut-être qui sont présents. Voilà, donc je suis vraiment ravi en fait que tu sois là. Donc n'hésite pas, c'est une réunion publique, donc n'hésite pas à poser des questions sur tous les sujets, sur la ruralité, sur ce que vous voulez. Nicolas est là. Et pour vous montrer aussi qu'on est un parti qui est proche des gens, qui est un parti qui est fait de personnes comme vous et moi. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là ce soir. Et puis bonne réunion publique. Alors, je vais ranger ma cravate quelque part. Et il est où Jean-Philippe? Il est là-bas? Non, parce que j'ai peur d'oublier. Alors, je suis pas présentable parce que j'ai mis mon feutre dans ma veste sans le boucher, donc j'ose pas vous montrer ma chemise. Et ce soir, ma femme va m'engueuler parce qu'elle déteste les feutres que je mets partout et qui foutent en l'air mes chemises. Donc voilà. Donc je suis désolé de ne pas avoir de cravate, et il fait un peu chaud. Et en tout cas, moi je suis heureux. Tu veux pas te mettre là parce que comme ça je vais pas te cacher. Je voudrais. Et Olivier, il est passé. Il se met là à la table quand même. Attendez, c'est quoi ça? Arrête, mets-toi là. Et moi je me mets là. Voilà, ça et là-bas, vous êtes fatigué, vous voulez pas vous asseoir? Enfin, vous faites ce que vous voulez, on est en pays de liberté, enfin plus tellement, mais on va essayer. Bon, moi je voudrais vous remercier, et remercier Olivier, parce que dans la vie politique, vous savez, c'est pas toujours facile, et s'il n'y avait pas de belles rencontres, nous n'aurions pas l'énergie qu'on a. Je peux vous le dire franchement. Un parcours politique, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de volonté, c'est du courage, parfois des doutes, et on a besoin de réconfort, parce qu'on ne fait pas ça pour soi, sinon on fait autre chose. Enfin, ça dépend des gens, enfin, si on le fait bien. Et on le fait pour les autres, et pour l'idée qu'on se fait de son pays. Et à certains moments de sa vie, quand on prend des décisions, je vais vous expliquer certaines choses pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. Eh bien, il y a des rencontres, et Olivier en est une. Anne aussi d'ailleurs, qui est mère aussi du Calvados, Nicolas, qui n'est pas mère mais qui est père de famille, donc c'est nul, et qui, je suis fatigué, mais qui est responsable de jeunesse de notre mouvement. Ce sont Jean-Philippe Tanguy, qui est secrétaire national de la fédération, qui était le candidat aux européennes pour cette région aussi, et qui maintenant est Picardie région. Ce sont des rencontres qui sont importantes, en tout cas pour moi, parce qu'elles vous donnent un coup de fouet,
de voir des gens qui croient dans nos idées, qui ont envie de redresser le pays, qui n'acceptent pas ce qui se passe, et qui le font, je dirais, avec un bon esprit. Je voudrais remercier aussi les secrétaires départementaux des différents départements de Normandie, des deux Normandies. Je voudrais remercier le maire de la ville, président, conseiller départemental, et dont on a visité le magnifique écoparc. Et je voudrais saluer aussi les maires présents. Vous me pardonnerez si je ne les cite pas individuellement, hein, mais j'y suis sensible. Alors pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je fais ça? Pour une raison très simple. C'est que notre pays, la France, a été bâti au fil du temps par des générations qui ont donné leur sueur et leur sang. Notre pays, on en a hérité. Qu'est-ce qu'on en a fait et comment on va le rendre à nos enfants? Notre pays, c'est un peu comme la ferme d'Anne, c'est un peu comme la commune de Monsieur le maire, c'est quelque chose dont on hérite et qu'on donne à ses enfants. Moi, je suis maire depuis 20 ans d'une ville de banlieue parisienne. J'ai été élu en 95, dans une ville ruinée, et c'est pour ça qu'on m'a élu, parce que les Ratip à 30 ans, une ville de 30 000 habitants, c'était vraiment que les deux autres étaient catastrophiques. Et j'ai toujours dit à mes habitants, ma seule mission, c'est à la fin de chaque mandat, au bout de 6 ans, de vous rendre la ville dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé. Voilà. Je ne vous dois rien d'autre. Mon boulot, c'est que vous ayez confiance et que je vous rende la ville, c'est hier dans l'Essonne, pas hier dans le Var, hier dans l'Essonne, dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé. Et toute l'action des élus, je leur dis d'ailleurs à chaque conseil municipal, on prend des décisions pour cela. Alors on n'a pas la science infuse, on est des êtres humains comme les autres. Simplement, notre boulot, c'est de faire attention parce qu'on a la charge d'une responsabilité collective. Et c'est pourquoi je crois qu'on est réélu, parce que les gens ont le sentiment qu'on améliore la ville. Et ils ne sont pas idiots, et au niveau local, moi je crois qu'un maire qui ne rend pas la ville dans un meilleur état qu'il l'a trouvé, en général, il n'est pas réélu, ou du moins pas 2 fois de suite. Le pays, j'ai eu la chance d'être élu maire en 95, dans un coin d'ailleurs personne ne pensait que je pourrais jamais gagner, sinon ils ne m'auraient jamais donné l'investiture, ils l'ont bien regretté après. Et puis j'ai été élu député en 97, il y a eu la dissolution de Jacques Chirac, c'était une circonscription socialiste depuis toujours. Bon. Donc évidemment personne ne pensait que je pourrais gagner. Et j'étais le seul député qui a inversé, enfin le seul candidat qui a inversé, qui a gagné une circonscription sur la gauche. Ça a été la déroute, vous vous souvenez, 97, dissolution, victoire de la gauche. Moi, j'ai gagné. Pas beaucoup de voix, 75 voix. Et depuis, je suis réélu systématiquement comme député. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'étais super fier. J'étais heureux. Et j'étais heureux parce que j'ai toujours rêvé. Moi, j'ai commencé, pour vous raconter, je ne vais pas vous raconter ma vie, rassurez-vous, mais pour que vous compreniez. Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans, je collais des affiches pour Chaban-Delmas, la nuit, en cachette de mes parents. D'ailleurs, j'avais fait une très mauvaise 4e, parce que je ne foutais plus rien. Il y avait l'élection présidentielle. Et comme ma mère avait raconté ça au principal de l'établissement, c'était dit que c'est une famille de dingues. Et mes parents n'étaient pas du tout dans la politique. Donc, je ne sais pas si toi, tes parents étaient dans la politique ou pas. Parfois, il y a des cas comme ça. Voilà. Bon. Et donc, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à la politique. Donc, 13 ans, campagne de Chaban-Delmas. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai fait mes études. Et donc, j'étais très fier qu'en 97, parce que je rêvais de ça depuis que j'avais 12 ans, d'être élu. Je ne sais pas d'où ça venait. Et donc, j'arrive à l'Assemblée nationale, j'étais fier avec mon petit cartable, et je me disais, je vais faire plein de choses. Et puis, j'ai découvert un pays, enfin des dirigeants politiques qui étaient sans doute très intelligents, sans doute beaucoup plus que moi, qui avaient des relations, beaucoup plus que moi, qui connaissaient des gens puissants, beaucoup plus que moi. Mais j'ai découvert très vite que ces dirigeants qui étaient plutôt mieux que dans les autres pays, donc il ne faut pas dire que les dirigeants français sont pourris, tout, c'est pas vrai, il y en a eu, mais pas plus qu'ailleurs, et plutôt moins. Mais finalement, chaque mandat, il rendait la France dans un état pire qu'il ne l'avait trouvé. Et ça m'a quand même fait réfléchir. Et ça, c'est objectif. C'est pas moi qui fais de la politique politicienne. Si je vous questionne tous, et je vous demande de mettre dans un papier est-ce que la France est dans un meilleur état qu'il y a 20 ans ou dans un moins bon état,
je connais votre... Enfin, ou alors, vous êtes bizarre. Ici, il y a un microclimat, c'est peut-être monsieur le maire, mais je pense que, malgré le très bon maire que vous avez, ça se voit tout de suite quand on rentre, je l'ai dit, sur le territoire, et je vous dirai pourquoi un jour, je suis certain que vous répondrez que notre pays, quand même, à la suite de chaque président, est quand même dans un moins bon état qu'avant. Ça, c'est objectif, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une lente dégringolade. Et il y a un moment, on essaye de comprendre pourquoi. Et le principal point, c'est que j'ai le sentiment, j'en suis même certain, mais je prends des précautions oratoires pour vous, qu'en vérité, ils ne gouvernent plus. Ils ne gouvernent plus. Ils ne gouvernent pas pour l'intérêt supérieur du pays, ils gouvernent pour leur petite carrière, pour l'image qu'il y aura à la télévision, pour ce que dira le sondage, ce que dira la clientèle de ceci, ce que dira l'industriel de cela, le syndicat de cela, ce que dira Madame Merkel, ce que dira Monsieur Obama, ce que dira, etc. Et vous parliez du général de Gaulle, et c'est émouvant, et je ne me prends pas pour le général de Gaulle, loin de là, mais pourquoi le général de Gaulle reste une des personnalités les plus aimées des Français, alors même qu'ils l'ont détesté par moments, qu'il avait ses défauts, bien évidemment, personne n'est parfait. C'est parce qu'ils avaient là le sentiment que cet homme pensait à la France avant de penser à lui. Et ce qui manque aujourd'hui dans la vie politique française, c'est cette capacité à défendre l'intérêt supérieur de la nation. C'est pas à la mode. Et quand on passe à la télé et qu'on dit ça, on vous traite de ringard, pour ne pas dire de fasciste. C'est insupportable. Alors c'est pas venu en un jour, je vais pas vous raconter mes 20 ans de carrière politique, mais c'est venu petit à petit. Et ça a commencé, et je vais vous raconter pourquoi, sur des exemples. Soyons précis, parce que j'accuse pas comme ça en général. J'ai des exemples. Je vais prendre un exemple flagrant. En 1998, je suis jeune député, très fier, et je travaille auprès de Philippe Séguin, que j'aimais beaucoup. C'est le seul que j'ai vraiment respecté et aimé dans les hommes politiques, au sens que je me sentais tout petit face à lui. Et Philippe Séguin m'avait nommé responsable des fédérations du RPR. En fait, il m'avait nommé pour surtout pas qu'il y ait des gens de Sarkozy, machin et tout, Chirac et tout. Et moi, j'étais le dindon de la farce parce que j'étais pas du tout apte à lutter contre tous ces crocodiles. Mais arrive le traité d'Amsterdam. Et le traité d'Amsterdam, c'était quoi? C'était Chirac et Jospin qui abandonnaient à l'Union européenne le contrôle des frontières, les politiques de migration, et qui disaient on n'a plus contrôler nos frontières. Je schématise. Bon. Je me souviens très bien comme si j'y étais, je vais voir Philippe Séguin, je lui dis vous pouvez pas voter ça quand même. Vous pouvez pas voter ça. Parce qu'il n'y a pas de frontières européennes. Donc si on supprime les frontières nationales et qu'il n'y a pas de frontières européennes, il y a un moment, il va quand même y avoir un problème. Et il me dit je peux pas, c'est Jacques Chirac qui a décidé, et Philippe Séguin était courageux. Et puis Lionel Jospin est d'accord, et puis on va passer pour ringard, et puis on va dire qu'on n'aime pas l'Europe, qu'on n'est pas des bons Européens, etc. Alors moi j'ai voté non. J'ai dit je peux pas. Je peux pas en conscience, je sais que ça va être catastrophique. On n'était pas nombreux, il y avait Philippe de Villiers, il y avait moi, on n'était pas nombreux. Sur 577, on a dû être 10 à voter contre. C'est pas par prétention que je dis ça, mais il n'y avait pas besoin d'être un sphinx et d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que si vous supprimez la porte de votre maison et qu'il n'y a pas une porte extérieure, bah, il y a un moment, surtout si le frigidaire est bien plein, tout le monde va s'installer chez vous. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est ça quand même. Bon, ben, c'est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'on a voté quelque chose, on l'a appliqué, et aujourd'hui, on a une catastrophe migratoire. Et cette catastrophe migratoire, c'est pas que les étrangers sont méchants, c'est pas que... Moi, je ne suis pas Front National, je ne dis pas qu'il y a les méchants et les bons, je dis simplement qu'on a créé une situation en France ingérable. Ingérable. Et quand on crée une situation ingérable et quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de règles, quand c'est la jungle, et ben les gens ils font quoi? Ils se battent. Ils se communautarisent, ils se haïssent, et on a un cercle vicieux infernal. Et on a eu la naissance du Front National, c'est pas étonnant. Parce qu'il y a un moment, trop c'est trop. Alors je sais que dans votre région, c'est pas très, ça se voit pas, au sens que vous n'avez pas de problème migratoire énorme. Mais si vous saviez ce qu'on vit en Ile-de-France, et c'est pas que ces gens sont pas bien. Moi j'ai des enfants d'immigrés qui sont plus français que nous tous, et qui aiment la France.
Simplement, comme la situation n'est pas gérée, eh bien, on arrive à des catastrophes. Ça a été le traité d'Amsterdam. On a abandonné le contrôle de nos frontières. J'ajoute, dernier point, que tous les pays du monde contrôlent leurs frontières et ne sont pas des États fascistes. Que vous allez en Angleterre, vous montrez votre passeport qui est vérifié, et l'Angleterre est dans l'Union européenne. Que même le Danemark, petit pays, a rétabli sa frontière entre le Danemark et l'Allemagne pour contrôler. Oh, je vois Jean Moisson. Bref, c'est pas indécent. Le Maroc contrôle sa frontière. Israël, la Russie, le Japon, Singapour, tout petit. Bon. Donc il faut arrêter de faire croire aux Français que s'ils veulent savoir qui rentre chez eux, ils sont des dangereux personnages. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ferme tout. On peut faire venir des gens, on peut contrôler, mais on sait qui rentre, comment, etc. C'est le premier point. Après, il y a eu le traité de Maastricht. Avant, il y avait eu le traité de Maastricht sur la monnaie. On a abandonné notre monnaie, je ne reviendrai pas sur l'euro. Mais le problème de l'euro, ce n'est pas l'euro. C'est qu'on l'a confié à une banque centrale européenne qui n'est pas démocratique, qui n'est contrôlée par personne et qui longtemps l'a laissé tellement surévalué que ça fait fuir nos entreprises. Depuis quelques mois, ça va mieux. Mais l'euro était trop cher pendant des années. Ce qui fait que les chefs d'entreprise disaient quoi? Airbus, un jour, le chef d'entreprise, le patron d'Airbus m'a dit « Je délocalise en zone dollar parce que je vends mes avions en dollars, l'euro est trop cher, donc je dis à mes producteurs d'aller produire ailleurs, aux États-Unis notamment. » Donc, une monnaie trop chère, ça étouffe un pays. Bon, on a eu ça pendant des années. Après, il y a eu les lois, le traité de Nice sur l'agriculture. Et là, on va parler élevage, et Madame Boissel va vous en parler tout à l'heure. Sur l'élevage, Jacques Chirac, on avait fait la politique agricole commune, c'était bien, ça marchait. C'est le général de Gaulle qui l'a fait avec Pisani et d'autres, avec les Allemands. Donc moi, je ne suis pas anti-européen. On me caricature toujours comme anti-européen. Mais cette politique européenne agricole, qui était bonne pour nos agriculteurs, elle a été détricotée. Et pourquoi? Parce qu'à un moment, Jacques Chirac a accepté un traité qui faisait qu'il n'y avait plus le droit de veto. Vous savez, le principe de l'Europe, du général de Gaulle, c'est qu'on faisait l'Europe, mais chaque pays avait un joker. À un moment, il pouvait dire non. Il n'y avait pas la loi de la majorité. Il pouvait dire non. Or, on a abandonné ce joker, ce qui fait qu'évidemment, à 28 pays, les pays agricoles sont minoritaires, et donc les consommateurs de produits agricoles ont gagné sur les producteurs de produits agricoles, et on a libéralisé à outrance les produits agricoles, et on a la suppression des quotas laitiers qui est en train de ruiner notre élevage, qui va être catastrophique. J'ai lutté contre ça, on m'a dit, tu peux rien faire, t'es pas un bon Européen. Ben, c'est curieux. Le Canada est un pays libéral, il porte des États-Unis, il a un système agricole bien organisé qui protège les éleveurs. Pourquoi on n'y arrive pas? Après, on a eu des chefs d'État, je vais vous raconter une anecdote, pourquoi je ne suis pas sarkozyste. Il y a eu la campagne de Sarkozy en 2007. Il fait campagne sur la désindustrialisation, et en Normandie, vous avez eu beaucoup de désindustrialisation avec Moulinex, etc. Il dit c'est pas bien, l'euro est trop cher, il y a des concurrences déloyales, et il avait raison. Et moi je me dis, bon bah, j'aime pas trop le bonhomme, mais je le connais. Mais on sait jamais, j'ai peut-être tort, il faut jamais se fixer sur les a priori. Et un jour, il est élu président de la République, les parlementaires de l'UMP sont invités à l'Élysée. Je vais à l'Élysée, et il fait un discours magnifique, magnifique sur la défense de l'industrie française. Je me dis, bah j'ai eu tort. Je n'étais peut-être pas, vous voyez, j'étais pas gentil, pas bien intentionné. Discours magnifique. Et puis, le discours fini, il s'en va, il dit, je vais à Bruxelles. Ah, très bien. Ah oui, pendant le discours, il dit, j'ajoute, il dit, je mettrai le droit de veto de la France, donc le fameux droit de veto dont je vous parlais, s'il y a des accords douaniers, vous savez, les accords douaniers, c'est les droits de douane, qui défavorisent l'industrie française. Eureka. Je croise Henri Guénaud, son conseiller, et je lui dis, vous allez où là? Il me dit, on va à Bruxelles signer le traité, préparer le traité de Lisbonne. Je lui dis, le traité de Lisbonne? Oui, c'est le futur traité qui reprend la Constitution européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un référendum il y a 10 ans. Qui a voté au référendum? Quand même beaucoup, j'espère. Non, oui, certains ont voté oui, d'autres ont voté non. Et ce traité, figurez-vous, vous savez ce qu'il faisait? Il supprimait le droit de veto de la France pour les accords douaniers. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le président de la République
après avoir dit aux Français qu'ils défendraient l'industrie française, qu'ils défendraient ceci, qu'ils cela, qu'ils mettraient le droit de veto si ça ne va pas, ils partaient 1 heure après signer un traité qui enlevait au président de la République ce pouvoir. Alors là, les bras m'en sont tombés. Et je me suis dit, c'est pas possible, moi je ne peux pas rester à travailler avec des gens comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous enlevez le contrôle des frontières, quand vous enlevez le contrôle de la monnaie, du budget, et à la fin des droits de douane, qu'est-ce qui reste? L'État est à poil. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que dans votre voiture, vous enlevez le volant, le levier de vitesse, le frein, le rétroviseur, et après vous dites, tiens, je vais gouverner la France. Mais vous n'en avez plus les moyens. Et c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Et c'est ce qui se passe que le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, comme M. le maire avant, il dit aux éleveurs, Anne va témoigner, la suppression des quotas laitiers, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est l'Europe. Alors, à quoi ça sert d'élire des gens s'ils ne sont plus responsables de rien? Je le disais tout à l'heure à monsieur le maire, si monsieur le maire vous répond « le trottoir c'est pas moi, l'éclairage c'est pas moi, l'urbanisme c'est pas moi, l'activité c'est pas moi, mais élisez-moi parce que je suis génial », ben, il y a un moment vous direz « écoutez, on va peut-être en prendre un autre ». C'est déjà pas mal. Mais c'est le cas, c'est pour ça que je le dis. Bon, mais ça suffit pas. Ce qu'attendent les électeurs, c'est de l'efficacité politique. Et pourquoi moi j'ai quitté l'UMP, j'ai créé Debout la France, c'est pour dire, il faut qu'on reprenne en main les leviers du pouvoir. Il faut qu'on puisse gouverner, parce qu'on ne peut pas faire des campagnes présidentielles à promettre ceci ou cela si on n'en a pas les moyens. Alors, je finis là-dessus, après on va passer à la région. On me dit, oui, mais vous êtes contre l'Europe, c'est pas bien. Mais pas du tout. L'Europe, c'est pas la négation du pouvoir, c'est pas de vivre comme les Chinois. L'Europe, elle n'a pas été faite pour ça. L'Europe, elle a été faite pour faire une harmonisation fiscale, une harmonisation sociale, pour pas être à 28 où ça marche pas. L'Europe, c'est pour se mettre ensemble, pour faire ensemble des choses. Si on fait l'Europe pour détruire tout ce qu'on a créé depuis un siècle, et faire travailler les enfants au fond de la mine, ça peut pas marcher. Je vais vous donner un dernier exemple, et après on passe à l'affaire régionale. Il y a une directive travailleurs détachés. Vous en avez peut-être entendu parler. Vous pouvez faire venir un travailleur roumain, portugais, polonais, une entreprise, et vous ne paierez pas les charges sociales françaises. Vous paierez le SMIC pour l'ouvrier, mais vous paierez les charges sociales de Roumanie, de Pologne. Elles sont moitié moindres. Le coût horaire d'un ouvrier détaché, comme on dit, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de la France, c'est 17 €. Le coût horaire d'un ouvrier, d'un travailleur français, 34 €. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 500 000 emplois perdus depuis 3 ans. 500 000. Il y a peut-être des artisans dans la salle. Il y en avait hier dans la réunion que j'ai fait à Pont-de-Mer, un chef d'entreprise qui m'a dit « Moi, je suis européen, comme vous, mais j'accepte pas que l'hôpital du coin ait été refait par des crédits publics, nos impôts, et qu'on ait fait venir des travailleurs étrangers, et qu'en plus, on n'ait pas payé les charges sociales françaises. » Mais c'est du délire. Aujourd'hui, vous avez vu à la télévision, on vous dit partout, il y a une augmentation, la croissance revient. Bon. Et puis en même temps, on nous dit, il n'y a plus d'emplois. Le chômage continue à monter. Alors les gens ne comprennent rien. Ils entendent d'un côté la croissance revient, et de l'autre, le chômage continue à augmenter. Ben, il y a une raison très simple. Moi, je l'ai dit au président de la République, j'ai vu François Hollande là-dessus. Et il m'a dit que j'avais raison. J'ai dit, c'est formidable, bah, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je peux rien faire parce que c'est des 28 pays. Voilà. Donc à quoi il sert? La raison, c'est très simple. C'est qu'il y a une relance légère de la croissance et qu'on commence à sortir de la crise. Les emplois sont soit délocalisés, soit on fait venir la main-d'œuvre étrangère. Mais on va aller à quoi? Vous voyez les chauffeurs routiers? Chauffeurs routiers grande distance, les 3/4 des chauffeurs routiers ont été licenciés. C'est des centaines de milliers d'emplois disparus. Qu'est-ce que vont faire nos enfants? Comment on va s'en sortir? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas l'Europe qui est en cause, c'est la manière de la faire. Donc on a quand même le droit de choisir la manière dont on fait l'Europe. C'est exactement comme l'intercommunalité. Et j'en viens à des choses plus concrètes. Encore que c'est très concret. L'intercommunalité, je ne sais pas comment ça marche avec Monsieur le Président,
Mais moi, j'ai fait une intercommunalité telle que d'un mode de fonctionnement où on respecte les communes. On a fait une intercommunalité où on fait ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Mais en revanche, on ne remplace pas les communes. Chaque maire gère sa ville comme il le veut, et en revanche, on fait quelques projets ensemble. C'est-à-dire, l'Europe devrait être un plus, comme l'intercommunalité est un plus, mais pas le remplacement de tout. Voilà le sens de mon combat. J'étais un peu long, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai rompu avec ces gens-là. Parce que moi, je ne sers à rien d'être élu, je préfère faire autre chose, si c'est pour aller à l'Assemblée nationale, pour discuter de choses sur lesquelles je n'ai aucune prise. Alors, je ne dis pas qu'on ne sert à rien. Heureusement, on fait des choses. Je crois qu'il y a l'assistant de M. Barre, il est où? Je ne vois plus parce que je n'ai pas mis de lunettes, voilà. Heureusement, les sénateurs et les députés servent à quelque chose. Mais si sur les grands enjeux du pays, on n'a pas de prise, mais comment voulez-vous que ça dure? Ça finira très mal. Toujours plus de chômage, toujours plus de misère, toujours plus d'immigration. Je vais vous donner un chiffre quand même qu'il faut connaître. Je ne peux pas le dire à la télévision parce que les gens vont dire « Ah, Front National ». Et on va recommencer dans le même truc. Mais je vais vous donner un chiffre. Depuis 10 ans, on a perdu, plus, depuis 12 ans, on avait perdu, en gros, sous la droite, 2002-2012, en 10 ans, à peu près 1 million d'emplois de perdus. 1 million. D'accord? Depuis l'arrivée de Hollande, d'ailleurs, j'avais fait campagne en 2012, à la présidentielle, j'avais un petit score, je sais. J'avais fait campagne en disant, on a perdu 1 million d'emplois, on ne peut pas se permettre d'en reperdre un autre million. Parce que si on en repère un autre million, on ne peut plus financer la sécurité sociale, on ne peut plus financer, parce que c'est par l'emploi qu'on finance le social. L'argent ne tombe pas du ciel. Bon. Aujourd'hui, vous savez à combien on est depuis Hollande? 650 000 emplois perdus. 650 000 emplois. Enfin, plus exactement, chômeurs en plus. Pas tout à fait pareil. Ça veut dire que depuis 2002, en 13 ans, on a à peu près, à la louche, 1 500 000 chômeurs de plus. Mais vous vous rendez compte ce que ça représente? Au même moment, nous avons 200 000 entrées légales en France. 200 000. Ça veut dire que sur 10 ans, c'est 2 millions de personnes qui sont entrées. Alors vous allez me dire, il y a des sorties. Oui. Mais grosso modo, si vous comptez les illégaux en plus, ça veut dire que depuis 2000, en 15 ans, notre pays a perdu 1 500 000 emplois et a accueilli 1 500 000 immigrés de plus. Expliquez-moi, sincèrement, comment notre pays peut tenir s'il perd sa substance économique et s'il accueille toujours plus de monde. On peut accueillir du monde quand on a de la croissance économique. Ça s'est passé pendant les 30 Glorieuses. Bon. Mais accueillir du monde sur des prestations sociales, quand l'emploi s'effondre, c'est une folie. Et il ne faut pas aller chercher plus loin la colère des Français. Parce que nos compatriotes, ils ne sont pas idiots. Ils voient ce qui se passe. Et heureusement, ils n'écoutent pas la télé trop souvent. Ne le marquez pas trop. Enfin, si malheureusement, ils l'écoutent trop. Mais ils ne la croient plus. Ce qui est bon signe. Parce qu'il faut voir la propagande qu'il y a à la télévision en permanence pour nous dire que tout va bien. Hein. Ou alors que tout va mal, mais que c'est parce qu'on ne va pas assez encore dans le mur. Voilà le problème du pays. Alors, moi, c'est la raison de mon engagement. J'ai fondé Debout la France pour qu'on ait des gens neufs, sincères, et qui posent les problèmes et qui tentent d'apporter des solutions. Et sur chaque problème, on a des solutions, pas miraculeuses, mais il y a des solutions, il y a des choses à faire. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein de pays qui s'en sortent. Alors, il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi nos propres défauts. Soyons clairs. On doit baisser nos charges, on doit réduire la dépense publique, on doit mettre au travail à l'école. La réforme du collège est démente de Mme Vallaud-Belkacem. Démente. Attention, tout n'est pas lié à l'Europe, mais tout est lié à des hommes politiques qui ont démissionné. Ils ont démissionné devant les syndicats, ils ont démissionné devant les corporatismes, ils ont démissionné devant la grande distribution, ils ont démissionné devant l'Europe, etc., etc. À quoi sert un homme politique? Voilà. Alors j'étais un peu long, mais je voulais préciser ça, c'est la raison d'être de notre engagement. Et c'est possible, on peut très bien redresser le pays. On a plein d'atouts. Et ce que je voudrais vous dire aussi, pourquoi je suis en colère contre la télévision, c'est que toute la journée, elle répète aux Français, vous êtes nuls, vous n'y arrivez pas, vous êtes un petit pays. Mais on est la 6e puissance mondiale économique. 6e. En quoi on est un petit pays? Bien sûr, on n'a pas la taille de la Chine et des États-Unis, mais on a tout à fait les capacités de s'en sortir.
On a tout à fait la capacité, si on travaille un peu plus, si on se serre les coudes, si on est bien gouverné, si on contrôle nos frontières, si on baisse les charges sur nos PME, si on aide nos chercheurs, on a plein de capacités. Donc je n'ai pas un regard négatif sur la France. J'ai un regard négatif sur ceux qui nous dirigent. Ces clans, ces mafias qui ont tout pris et qui croient qu'ils sont propriétaires de la France et qui la rendent à chaque échéance en mauvais état. Alors la région, pourquoi on va à la région? Ben parce que le danger sur les régions, c'est le même que sur la France. C'est quoi? C'est qu'il y a une petite caste, une petite classe qui confisque les régions. Ça a commencé d'ailleurs. Voilà. Ils sont entre eux. Nous avons mis sur notre papier « servir sans se servir ». Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je dis simplement qu'ils vivent entre eux. Alors, ils pensent à des grands projets. C'est très bien les grands projets, mais qui paye? On paye toujours plus, on reçoit toujours moins. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que l'argent est gaspillé. C'est parce que l'argent part dans des projets faramineux au lieu de revenir sur le territoire. Et toute notre politique, et s'ils sont candidats, mais ils vont s'exprimer, c'est pour qu'on ait à la région Normandie des gens neufs, sincères. Anne est agricultrice, Nicolas est contrôleur de gestion, ils travaillent, ils sont là-bas pour porter votre voix et pour dire aux grands élus, aux grands féodaux du royaume, comme je les appelle, attention, tiens, est-ce qu'on pourrait pas, c'est une proposition, payer les élus à la région en fonction de leur présence, le minimum. Il y a des élus qui ne vont jamais siéger. Au nom de quoi? Et en plus, souvent, ce sont ceux qui ont été battus au niveau départemental. Sur nos listes, on ne prendra personne qui a été battu au scrutin local. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous faire élire au scrutin local, pourquoi on vous replace sur des listes proportionnelles? Hein? Premier point. Deuxième point, on voudrait que les élus soient payés un minimum à leur présence, c'est-à-dire quand on ne vient pas, on n'est pas payé. C'est quand même la moindre des choses. Nous voudrions que les élus condamnés par la justice dégagent vite et soient inéligibles durablement. C'est la moindre des choses. Mais on est dans un pays de fous, et je peux vous dire, dans les sols, je connais bien. C'est une collection mise en examen et qui, en plus, donne des leçons aux autres, de morale. C'est extraordinaire. Bon. Troisième point, nous voulons réduire le nombre de vice-présidents. Alors, je suis désolé, il y a peut-être des maires qui ne sont pas contents, mais au niveau des régions. Au niveau des régions, on a multiplié les vice-présidents. Ils sont tous présidents de quelque chose. Ils ont à être au service des habitants. Ça, c'est le point de l'organisation. Nous voulons enfin, et c'est très important sur les régions, que les régions servent aux habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant un investissement, on se pose la question de sa vraie utilité. Vous parlerez des aéroports, hein, mais la vraie question de son utilité. Et qu'au lieu de multiplier des équipements, les zéniths, c'est très bien les zéniths dans les villes. Moi je suis ravi, que peut-être que certains d'entre vous vont écouter de la musique et tout. Les grands stades, c'est formidable. Mais est-ce que notre pays, qui a perdu 1,5 million d'emplois en 15 ans, peut se permettre de créer des équipements gigantesques? Et est-ce qu'il ne faut mieux pas favoriser l'implantation d'entreprises à Avranches, ici? Vous m'avez raconté votre projet, c'est vous qui avez tout porté. Il n'y a pas eu une aide. Bon. Est-ce que l'enjeu, c'est pas comme en Allemagne, pour le coup, prenons exemple, de développer les territoires, de s'appuyer sur les gros bourgs ruraux, de s'appuyer sur les petites villes? Parce que le souhait de tout le monde, j'imagine tous ici, c'est de vivre au pays. Et ces investissements, est-ce que c'est pas mieux, dans un pays en crise économique, d'aider à la création de richesses, plutôt que d'amuser à la galerie? Donc il y a un moment, moi je veux qu'on ait des élus qui aient les pieds sur terre et qui se disent à chaque fois qu'est-ce qui est bon pour ma région, pour ma ville, qu'est-ce que je dois faire en priorité et qu'est-ce qui est utile. Alors ils vont parler des transports, des autres choses. Je ne veux pas tout dire parce qu'après ils n'ont plus la parole et alors qu'ils sont brillants et ils ont l'air de rien dire, donc je vais leur passer la parole. Mais ce que je veux vous dire pour conclure mon propos, c'est que c'est possible. On fait croire aux Français qu'on ne peut rien changer. On vous abrutit de résignation. Et nous aussi, c'est pas grave, j'ai l'habitude. On a un pays qui est plein d'initiatives, on a des territoires magnifiques, on est la première destination touristique mondiale, on a les meilleurs chercheurs, prix Nobel de mathématiques,
On nous a laissé, nos aînés, un pays extraordinaire. Et on va le laisser filer comme ça, parce qu'on a des incapables, parce que on raconte n'importe quoi à la télévision, parce que... Enfin, c'est insupportable. Et maintenant, ça dépend de nous. Ça dépend pas, il n'y aura pas un sauveur. Les sauveurs, d'abord, il n'y en a pas souvent, et puis les sauveurs, ils ne sont pas tout seuls. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure mon propos, c'est vrai, ça paraît impossible. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a une très belle phrase, je ne sais plus de qui disait, voilà, c'était impossible, alors nous l'avons fait. Et ben c'est ça, moi, je vous demande de faire. C'est-à-dire de dire, tiens, il y a une autre voie. Et je voudrais finir aussi sur un côté un peu politicien, mais qui me paraît important. Pourquoi on ne parle que du Front National? C'est très simple. Le Front National dit des choses justes. Il ne va pas dire qu'il dit tout faux. C'est absurde. D'abord, en plus, il reprend souvent des idées qu'on a, il les recycle. Il y a eu des choses horribles et excessives. Jean-Marie Le Pen, etc. Mais parfois, ils disent des choses justes. Tout le monde le sait. Alors on dit, ah, il fait beau. Marine Le Pen dit qu'il fait beau, il pleut. Bon. Ce qui fait que ça renforce encore plus le Front National. Parce que les gens disent, mais ils sont malades. Et elle dit qu'il fait beau, pourquoi? Le Front National n'a pas la même conception que nous du Rassemblement des Français, n'a pas la même conception du pouvoir, n'a pas la même conception de l'Europe, contrairement à ce qu'on dit. Moi, je ne veux pas qu'on soit isolé. Je veux qu'on travaille avec les autres. Mais bon. Mais en fait, le Front National sert beaucoup au Parti Socialiste et à l'UMP. Ils ont besoin du Front National. Parce qu'ils jouent avec vous et avec nous. Ils disent aux gens, soit vous continuez pour nous, soit vous votez Front National. Et comme le Front National a des excès, les gens se disent, on a envie de protester avec le Front National, mais est-ce qu'on va lui donner complètement le pouvoir? Et donc les autres disent, ben voyez, on est là. C'est-à-dire Sarkozy et Hollande, 75% des Français ne veulent pas les voir revenir. 75%. Les trois quarts, vous vous rendez compte? Et pour autant, tous les deux se disent, il y en a un de nous deux qui sera face à Marine Le Pen, et face à Marine Le Pen, eh ben, les Français choisiront un incapable face à Marine Le Pen. Ou ils ont tort d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est un peu vrai aussi, c'est que les Français ne sont pas idiots, ils n'ont pas envie de confier le pouvoir à une famille, ils se disent, on va réfléchir à deux fois. Pourquoi nous gênons, même si nous sommes plus petits? C'est parce que nous n'avons jamais eu de parole X ou Y, parce que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous voulons la reconstruire, la refonder, parce que nous voulons rassembler les Français, et parce que nos solutions sont de bon sens, et qu'on ne peut pas nous caricaturer. Et c'est pour ça qu'il est vital de faire des bons scores au régional, pour apprendre aux Français qu'il y a une autre offre politique, qui ne sont pas condamnés entre d'un côté le système et de l'autre côté les extrêmes, ni système ni extrême. Il n'y a pas que le Front National, il y a Mélenchon. Mélenchon, il dit des choses justes parfois, contrairement à ce que disent certains, il dit des choses justes. Pour autant, est-ce que vous avez envie de voir Mélenchon président de la République? Moi je serais un peu inquiet quand même. Voilà. Bon. Et bien évidemment le système est ravi de ça. Et on fait passer à la télé toujours Marine Le Pen, Mélenchon, parce que ça permet de montrer que, voilà, il y a de l'animation, et puis il n'y a pas autre chose. Et bien nous allons prouver, par les urnes, par le travail de terrain, par nos listes d'élus locaux, de responsables associatifs, qu'il y a une autre voie possible. Et c'est comme ça qu'on va sauver la France. Et je tendrai la main à tous ceux qui viennent d'où qu'ils viennent. Parce que le général de Gaulle, vous parliez de lui dans la Résistance, il y avait des gens de partout. Et qu'on ne regarde pas, quand la maison brûle, la couleur de celui qui vient aider. En revanche, la ligne politique doit être une ligne à la fois de rupture, mais pas d'aventure. Rupture sans aventure. Rupture sérieuse. Je voyais encore un écho de M. Sarkozy qui se fichait de moi en disant on rigole plus à un meeting de Sarkozy qu'à un meeting de Dupont-Aignan. Eh bien, je vais vous dire, j'en suis fier. Parce que moi, je ne suis pas un amuseur public, et je ne suis pas là pour faire le clown. Et j'ai pas envie, textuelle la phrase, on vient de me l'envoyer, c'est dans Le Point. Alors je vais vous dire, parce que ça m'a, c'est tellement bête, ça me fait pas de peine, ça me rassure. Mais je vais vous dire, la phrase, elle est géniale. C'est dans Le Point aujourd'hui, Sarkozy qui dit c'est plutôt plus marrant de venir voir mes meetings que ceux de Nicolas Dupont-Aignan quand même. C'est un grand honneur qu'il me fait, parce que moi je ne cherche pas à être marrant, et parce que l'idée que je me fais de la France, c'est pas d'un président de la République ou d'un président de région qui est marrant, c'est de gouverner. Et je pense que pour aller voir des clowns, vous avez tout ce qu'il vous faut à la télé toute la journée, et puis il faut mieux aller rigoler vraiment avec Muriel Robin ou Romanoff, et on rigolera mieux, quand même. Bon, donc tant qu'à faire de rigoler, il n'y a pas besoin d'un homme politique pour rigoler. Moi, ce que j'ai envie, c'est de reconstruire mon pays, de le faire avec vous, et d'y arriver. Voilà. C'est pas facile,
on va en prendre plein la gueule. La preuve, c'est qu'ils commencent à nous agresser, c'est bon signe. On va déranger le petit milieu politique local. C'est pour ça que je suis très fier, parce qu'on ne l'a pas dit, c'était pour la fin, qu'Olivier soit le tête de liste de la Manche. Alors on peut l'applaudir très fort, parce que c'est lui qui va conduire la liste dans la Manche. Hein, je vais vous dire, on va leur faire une sacrée surprise. Et regardez, enfin, je suis trop bavard, il faut que je me taise. Puis après, il faut que l'on parte à Paris quand même ce soir. C'est loin. Regardez ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos. C'est pas mon bord politique, mais je m'en fous. Il s'est passé quelque chose. Regardez ce qui s'est passé avec Syriza en Grèce, avec leurs difficultés. Alors c'est honteux ce qu'on fait là-bas. Il se passe quelque chose. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre avec UKIP de Farage. Il se passe des choses. L'Europe bouillonne. Parce qu'il faut offrir, et je finirai là-dessus, ça c'est peut-être pas marrant, mais c'est fondamental, une dignité à l'être humain. Et on ne peut pas condamner la jeunesse au chômage, au petit boulot, au RSA. Il faut offrir une dignité aux Français. Et on peut redresser la France, c'est l'objet de notre combat, et redresser la région Normandie. Maintenant, je vous remercie de votre attention. Allez, je mets debout. Bonsoir à tous, donc je me présente, Anne Boissel. Je suis maire de Sens, une commune de 250 habitants dans le Calvados, près du Mont-Lilitry ou à 10 km de Bayeux. Je suis agricultrice sur une exploitation laitière et céréalière, une exploitation qui reste encore familiale, puisque donc, je travaille avec mon mari et on a un salarié. Donc moi, je suis à Debout-la-France depuis 2012. J'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan au moment de la présidentielle et j'avais vraiment envie de parrainer. Et donc quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment une révélation. Voilà. Alors j'aime pas dire ça quand il est là, parce que d'habitude il n'est pas toujours là. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin du courage politique. Alors on le rencontre, moi en tant qu'élu de petite commune rurale déjà, on se rend compte qu'il y a vraiment besoin de courage politique dans nos petites communes, dans nos intercos. Et la France a surtout besoin de ce courage. Parce que c'est un combat qui est très difficile. Quand vous sortez du lot, quand vous sortez du système, c'est un combat de chaque instant. Donc cette campagne, elle commence, voilà, elle sera une campagne de terrain. Donc moi j'ai fait les élections européennes avec Jean-Philippe. Et l'avantage de ces élections-là, c'est qu'on était tout seuls. C'est-à-dire que les candidats en face n'ont pas du tout fait campagne. Et aujourd'hui, vous avez quand même comme député européen Jérôme Lavrieux, qu'on n'a jamais croisé, puisqu'il n'était pas du tout sur le terrain. Et la même équipe de Jérôme Lavrieux, bah, vous allez la retrouver bientôt voilà, pour les régionales. Donc ça fait partie... Voilà. Moi, je ne me résigne pas à laisser le pouvoir à ces gens-là, alors qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Moi, je redis souvent le slogan « ni système ni extrême », parce que, voilà, il y a besoin vraiment de réagir. Donc, élus de petites communes rurales, demain, on veut supprimer ces petites communes, ces élus, qui sont des élus de terrain, qui maintiennent justement le lien social sur le territoire. Et demain, on veut le supprimer. On veut aller vers l'agrandissement de tout, l'agrandissement, les fusions des intercos. On va parler que de métropole. Cette campagne des régionales, elle commence où on nous parle simplement, voilà, le plus important, c'est de savoir quel est le chef-lieu. Alors bien sûr, il faut répondre à la question, mais moi j'ai aussi envie de parler de notre quotidien, de nos difficultés, et puis aussi, bon voilà, des belles réussites. La Normandie, c'est avant tout, c'est magnifique, c'est une belle carte postale. Elle est connue mondialement. Quand on parle Normandie, on parle souvent, on visualise l'excellence, la gastronomie, le tourisme, l'agriculture, l'industrialisation, et c'est ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. On rencontre beaucoup sur le terrain des petits chefs d'entreprise, des employés, des salariés. Ils sont tous très inquiets parce que ce sont les oubliés. Et donc notre combat, il est de donner justement la parole à tout cela. Sur la campagne, quand on vous rencontre, alors vous êtes là, donc vous avez envie de vous battre, vous n'êtes pas résigné, mais souvent les gens sont révoltés, ils ne veulent plus entendre parler des hommes et des femmes politiques, ou alors ils sont résignés. Donc moi je leur dis, c'est révolter c'est bien, vouloir renverser la table c'est bien, mais après on fait quoi?
On voit bien que ça ne marche pas. Les extrêmes ne pourront jamais prendre le pouvoir. Et donc vous montrez votre mécontentement, mais après on se retrouve toujours avec les mêmes élus, voilà, qui ne font rien pour notre territoire et qui nous oublient. Donc le message à Debout la France, c'est aussi engagez-vous. Et nous ne pourrons rien faire au niveau des petites communes, au niveau régional et au niveau de notre pays, si Nicolas Dupont-Aignan, si Debout la France n'ont pas votre soutien. Parce que, avant tout, pour améliorer notre pays, pour redresser notre pays, c'est vous qui avez la clé. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui nous disent bah, c'est foutu, on ne peut rien faire. Si, on peut faire des choses. Et si je suis devant vous ce soir, c'est parce que je suis persuadée qu'on peut faire des choses. Alors moi, j'ai eu un combat, c'est le combat du lait, enfin, que je continue puisque j'ai traité mes vaches ce matin, et je crois vraiment qu'on ne doit pas se résigner. J'ai eu un combat aussi contre Lactalis, qui a voulu me faire signer un contrat sans prix, c'est-à-dire que demain, ce qu'on nous propose, c'est de devenir les salariés, voilà, de certaines multinationales, et moi, j'ai pas envie de devenir la petite chinoise de ce grand groupe-là. Donc, je résiste, mais demain, ils peuvent décider du jour au lendemain de ne plus venir chercher notre lait. Alors, la solution, c'est de se dire, bah écoutez, c'est vrai, l'exploitation agricole, c'est fini, on la vend, et puis on fait autre chose. Moi, je ne me résigne pas à cela. Quand on est chef d'entreprise ou qu'on voilà, on a envie de se battre. Et on a beaucoup de retours comme ça de chefs d'entreprise qui nous disent que c'est difficile, mais qui ne se résignent pas. La difficulté, c'est qu'on empêche aujourd'hui les gens de travailler. On multiplie les mises aux normes, on enquiquine, voilà, on rajoute des lois, et tout se complexifie. Et c'est bien dommage. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est bon. Bravo. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Nicolas Calbrix. Je suis cadre dans le privé, contrôleur de gestion. Je travaille sur Paris tout en habitant dans l'Eure. Je vais vous dire, moi je suis un Normand comme vous. Moi je subis les trains qui ne fonctionnent pas. Je fais le Paris-Évreux qui est une fois sur deux quasiment en retard ou en panne. C'est une région qui a été, c'est un de nos vrais combats, c'est la question du transport ferroviaire. C'est une région qui a été totalement abandonnée depuis 25-30 ans sur la question du train. C'est pas que l'Eure, c'est pas que la liaison Paris. On a encore eu le rapport Duron qui vient de sortir. Ils vont réduire la liaison Rouen-Le Havre alors que les trains sont pleins. Ils vont supprimer le Cantour alors que si on n'a plus de train qui s'arrête à Alençon, qui s'arrête à Argentan, comment est-ce qu'on va faire pour désenclaver et développer ce territoire? Voilà, nous ce qu'on veut sur ces élections, c'est faire une campagne qui parle aux Normands, une campagne qui s'attache à la vie quotidienne. Et je voulais remercier monsieur le maire et monsieur le conseiller général. On a voulu venir aussi aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas faire qu'une campagne négative. On n'a pas envie de montrer que ce qui va mal aussi. Et on veut montrer aussi que quand les gens se bougent, quand les élus sont volontaires, il y a des choses qui sont possibles. Et l'éco-parc qui a été fait, c'est une belle réussite. On fait souvent des campagnes qui sont trop négatives et on envoie un message négatif. Et si vous êtes ici, si vous vouliez que du négatif, vous ne seriez pas ici. On est ici aussi parce qu'on a envie de construire et on croit qu'on peut s'en sortir. Et cet éco-parc, ça va ramener de l'emploi. Comme vous avez dit, sur la culture de tomates qui va être faite, ça va être 200 emplois. Sur d'autres projets, ça va être 300 emplois, ça va être 30 emplois ici. Et quand les élus se bougent, quand les Français se bougent, quand on se bouge ensemble, on arrive à faire des choses. Il n'y a pas de fatalité là-dessus et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec cette visite, ce qu'on a voulu se rendre compte sur le terrain, que quand les gens avaient envie, quand ils mettaient du temps et quand ils étaient dévoués à l'intérêt général, c'était possible. Voilà, déjà, je voulais encore vous remercier pour nous avoir accueillis sur le terrain. Sur ces élections régionales, nous aussi, ça a été un choix de venir à ces élections et on n'a pas voulu le faire juste pour montrer les couleurs, juste pour montrer Debout la France. On a voulu aussi faire une vraie campagne avec des axes forts. Les premiers axes, c'est, comme disait Nicolas Dupont-Aignan, c'est servir sans servir. Nous, ce qu'on veut plus, c'est des régions qui sont totalement déconnectées. C'est des régions qui, encore plus avec la fusion, qui sont juste un chef-lieu et ils ne voient plus du tout les Normands.
Et le début de campagne, pour nous, est extrêmement inquiétant. Alors, bien sûr, ça passionne le petit milieu, ça passionne les grands élus, savoir quelle va être la capitale, qui va gagner le combat entre Caen et Rouen, est-ce que c'est Fabius qui va réussir à mettre sa patte, est-ce que la nouvelle mairie de droite à Caen va réussir à tirer avec son épingle du jeu. C'est très intéressant, il y a un article par jour là-dedans. Mais il y a 2 tiers, voire 3 quarts des Normands que ça n'intéresse pas. Il y a 2 tiers des Normands qui n'habitent pas dans ces 2 villes-là. Il y a 2 tiers des Normands qui ne vont pas bénéficier de la fusion, qui ne vont pas bénéficier de la capitale où est-ce qu'on va la mettre. Pendant qu'ils débattent de ça, on était tout à l'heure à Alençon et on est passé à Argentan. 50% des habitants d'Argentan sont sous le seuil de pauvreté. Donc à un moment, est-ce qu'on fait des régions pour une capitale? Est-ce qu'on fait des régions pour qu'on installe un nouveau palais de région à un endroit ou à un autre? Ou est-ce qu'on fait une région pour que tous les territoires de Normandie bénéficient des investissements publics? Alors nous, on a une position qui est simple sur la capitale, c'est un référendum déjà pour que les Normands décident. Après, bien entendu, on prendra position durant ce référendum, et nous, on penche plus vers Caen, qui a toute sa logique en étant centrale. Mais c'est pas qu'une question de capitale, c'est également une question de répartition des investissements entre les différents territoires. Il ne faut pas que la Manche soit oubliée, il ne faut pas que l'Orne soit oubliée, il ne faut pas que l'Eure soit oubliée, il ne faut pas que le reste de la Seine-Maritime soit oublié. La Seine-Maritime, c'est pas que Rouen. C'est la vallée de la Seine, oui, mais c'est aussi Dieppe, c'est aussi Fécamp. Il y a des endroits qui sont totalement oubliés. Donc voilà, nous, c'est cette philosophie sur ces régionales, c'est une région qui soit au service de tous les Normands. Pas seulement d'une capitale, il ne s'agit pas de faire des mastodontes, des euro-régions avec un chef-lieu, que tout l'argent remonte au chef-lieu et qu'on fasse des super projets, Voilà, nous, on est attachés à ce qu'il y ait un équilibre entre toutes les villes, tous les territoires, et que le conseil régional soit au service de tous les Normands sur ce territoire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que la région est responsable d'un certain nombre de sujets de vie quotidienne qui sont extrêmement importants. La formation professionnelle. On est quand même dans une région où 50% des jeunes diplômés sont obligés de partir de Normandie pour trouver le premier emploi. Les trains, je l'ai dit, mon cas personnel, mais c'est le cas quasiment partout. La liaison Caen-Rennes, qui permettrait quand même d'aider la Manche et le Sud-Manche. Le Paris-Cherbourg, qui doit être quand même amélioré. C'est pas normal qu'au XXIe siècle, on soit encore à plus de 3 heures pour aller à Cherbourg depuis Paris. Le Paris-Grandville, qui devrait, en termes touristiques, permettre de desservir Saint-Malo à un moment ou à un autre, et que ça fait des années et des années qu'on en parle et que c'est pas fait. Alors là, comme c'est les élections, je ne sais pas si vous avez vu, durant mai, ils sont tous venus. Guillaume Pépi a annoncé que maintenant, ça serait possible de prendre un billet pour le Mont-Saint-Michel, depuis Paris. Super. Mais le train, il n'y va toujours pas. On sera obligé de prendre un bus encore, mais on pourra acheter son billet directement à Paris. C'est très bien. Je disais le Cantour, l'Orne, si on ne désenclave pas l'Orne, quand on est venu, on a pris l'autoroute. 11 € pour faire Falaise à Alençon, c'est un scandale. Il y a le même problème avec la 28. On a fait ces 2 autoroutes pour désenclaver l'Orne, et on se retrouve avec une des 2 autoroutes les plus chères de France. Comment est-ce qu'on peut développer un territoire, ramener de l'emploi, ramener de la population, puisque l'Orne perd des habitants depuis des années, quand on a les 2 autoroutes les plus chères de France, quand on va supprimer l'intercité qui permettait de s'arrêter et de desservir toutes les petites et les moyennes communes dans ce département. Voilà aussi cet aspect de vie quotidienne, la formation professionnelle, les trains, le développement économique. Il y a la question des aéroports qui est un scandale. On parle de gaspillage. On a 3 plateformes aéroportuaires, ça fait des années et des années qu'ils investissent des millions et des millions. Je ne veux pas dire n'importe quoi sur les chiffres, mais on parle quand même de plus de 60 millions d'investissements sur chacun des 3 sites. Vous imaginez ce qu'on fait avec 200 millions d'investissements sur les 10 dernières années? Avec 200 millions d'investissements, on règle 3 quarts des problèmes de transport, de train, qui serviraient réellement les Normands. Oui, et avec 200 millions, on pourrait faire un vrai aéroport en Normandie. C'est ça l'autre scandale, c'est qu'il y a eu 200 millions d'investissements sur les 10 dernières années, mais il n'y a toujours pas un vrai aéroport régional en Normandie qui permet d'avoir les vols qu'on devrait avoir dans une région. Il y a des aéroports dans toutes les régions, il y a même presque 2 aéroports à Nantes dans un projet ubuesque, il y a l'aéroport à Bordeaux, il y a l'aéroport Toulouse. En Normandie, qui est quand même une région touristique par excellence, on n'a pas un vrai aéroport permettant d'accueillir des vols. Voilà quelque chose qui n'est pas réglé, qu'on réglera quand on arrivera au conseil régional. Voilà encore. Donc, ces questions
ces questions de vie quotidienne vont être fondamentales, et nous, on ne veut pas faire une liste qui soit sectaire, qui soit juste DLF. Nous, on veut l'ouvrir à la société civile. Il y aura des élus de terrain qui connaissent bien les sujets. Il y aura des Normands comme les autres qui représenteront les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les chômeurs, les étudiants. On veut vraiment que cette liste elle soit à l'image des Normands et qu'elle soit au service des Normands. Voilà la philosophie de pourquoi est-ce qu'on va à ces régionales. Et vraiment, l'idée de ces régionales, c'est de proposer quelque chose, de proposer un projet pour améliorer le sort des Normands. Voilà, j'en dis pas plus, mais on ne développe pas de manière au cours de la campagne, mais vous êtes là aussi pour Nicolas Dupont-Aignan, donc on va poser les questions si vous avez... voilà, n'hésitez pas à les questions. Alors, il est 8h15, on a le temps, donc on peut faire 20 minutes de questions. Et puis on va avoir un verre, parce que moi j'aime bien avoir du temps après pour discuter un peu avec chacun. Vous avez pris l'avion, vous pouvez. Non, j'ai pas les moyens et j'ai ma vieille voiture de Debout la France qui a 230 000 km, mais qui marche bien. Il a un air de Colombo, hein, mais elle est sympa, c'est une Peugeot. Voilà. Alors, qui veut poser des questions? Alors, si j'ai bien compris, c'est pour présenter la France, ce ne sont pas des encartés politiques qu'on devrait avoir ailleurs. Non, ce ne sont pas des encartés politiques. C'est une liste que Debout la France soutient, mais il y a plein de gens qui ne sont pas du tout de notre mouvement. C'est un rassemblement de citoyens actifs pour leur région. Et la compétence, c'est la région, pas la France. Si j'ai parlé beaucoup de la France dans mon propos, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est parce que je voulais que les gens comprennent, les gens qui ne me connaissent pas, pourquoi je faisais ça. C'est tout. Après, on peut penser différemment sur l'Europe, les frontières, etc. Là, ce qui compte, c'est la Normandie. Et il y a tellement de choses à faire. Allez. Oui, moi je voudrais savoir s'il y a en ce moment de nouveaux adhérents, enfin vous ressentez, il y a des gens qui adhèrent de plus en plus, il y a un mouvement qui démarre. Oui, ouais. Enfin, ça fait plaisir. Oui, vraiment, on n'a jamais eu on a triplé notre nombre d'adhésions mensuelles en janvier, février, mars, et on a près de 15 000 quand même, 14 000 exactement, ce qui est pas mal. Par exemple, les Verts, dont on parle toute la journée. Les Verts, il y a 5 000 adhérents. Donc, mais nous, moi, si je dis que j'en ai 15 000, ce qui est la vérité, personne ne nous croit. Voilà. Donc, c'est par les scores. Vous savez, quand vous pensez, par exemple, que Debout la France a fait plus de voix aux européennes que le Front de gauche de Mélenchon en Basse-Normandie, qui peut le croire? Voilà, donc on progresse vraiment. Et surtout, ce qu'il y a de nouveau, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui en ont marre du poids des appareils politiques et qui viennent chez nous, non pas qui viennent parce que c'est un élément de liberté. Si vous voulez, en fait, ce que nous constatons, c'est que les deux gros appareils, même le Front National fonctionne aussi un peu comme ça, de manière très sectaire, soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Nous sommes plus un rassemblement, c'est-à-dire on est tellement attachés à notre liberté que c'est plus, j'allais dire, un syndicat qui rassemble des élus locaux qui, s'ils sont seuls face au système, se sentent et ils commencent à comprendre que l'entraide, c'est bien. Et on a un beau réseau, on a une association qui s'appelle ANCELI, Association nationale des élus locaux libres et indépendants, pour justement qu'il y ait un peu d'entraide. Et qu'à chaque fois, les élus indépendants ne soient pas la cible. Parce que ça gêne, des gens qui disent ce qu'ils pensent. Et puis des gens qui ne veulent pas qu'il y ait que des médiocres. Parce qu'il y a la cooptation. Plus vous êtes médiocre, plus les gros partis vous prennent et vous font monter. Ben oui, parce que comme ça, vous ne les gênerez pas. Hein? Non, mais c'est horrible. Donc, moi, je veux pas... Si vous voulez, moi, je vais être franc avec vous aussi. Hein, on va être franc. Moi, je ne suis pas là pour faire une boutique de plus. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas une boutique. Je suis là pour qu'on essaye de réveiller les Français et de leur proposer une voie raisonnable de changement. Et donc, on n'est pas là pour faire un parti plus. Il faut un parti parce qu'il faut se présenter aux élections, mais c'est un rassemblement de gens de bonne volonté qui ont leur autonomie, leur indépendance et qui travaillent ensemble. Parce que vouloir que tout le monde soit pareil, et entre nous, alors je vais peut-être vous choquer, hein, mais qu'est-ce que veut dire la gauche et la droite aujourd'hui, sincèrement? Quand on voit que Valls gouverne exactement comme Sarkozy, moi j'ai mis un tweet pas gentil, je trouve qu'il devrait acheter un avion en commun, ça me coûterait moins cher. Mais je veux dire que, sérieusement,
Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est de dépasser ça. Bien sûr que moi je suis plus à droite qu'à gauche, tout le monde le sait. Mais je veux dire honnêtement, les problèmes de la France, on devrait pouvoir les résoudre là. Il y a des problèmes urgents, redynamiser notre économie, avoir de la cohésion sociale, responsabiliser les gens, l'accession sociale à la propriété, au lieu de faire des logements sociaux, faire de l'accession sociale. Chacun doit pouvoir être propriétaire de son petit logement, parce que c'est très important pour la retraite. C'est ce qui donne une sécurité. Vous voyez des choses très simples qu'on peut faire, et ça dépasse de donner une seconde chance à chaque gamin. C'est des choses qui dépassent la droite et la gauche, et je crois qu'on peut y arriver. Parce que la situation est tellement grave qu'il faut qu'on se rassemble. Mais, en revanche, si c'est pour se rassembler, pour être le syndicat des perdants, et se rassembler pour se tenir chaud et faire la même politique, ça aurait l'intérêt. Question. Bon, merci monsieur d'avoir fait la première question. Hein? Maintenant, nous allons passer à la deuxième, c'est toujours plus facile. Monsieur Dupont-Aignan. Oui, je me lève pour vous. Vous avez évoqué la situation nationale, mais quel est votre point de vue sur la situation européenne, avec Poutine, qui est l'ingérence qu'il a fait en Crimée et également en Ukraine? Et quel est votre point de vue sur Daesh en Syrie et en Irak et en Libye? Alors, eh ben moi je vais vous dire très clairement, on risque de vous décevoir. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, on m'a appris quand j'étais jeune. Et la priorité absolue, c'est le nouveau barbare, les nouveaux barbares de Daesh. Parce que c'est ça le danger. Qui sont en train de s'implanter en Libye, qui sont en train de s'implanter en Afrique, qui mutilent les petites filles, les tuent, enfin je veux dire, c'est monstrueux ce qui se passe. Et qui sont soutenus par des pays avec lesquels nous commerçons et nous travaillons, comme la Turquie, qui rentre dans l'Europe en ce moment, parce que ça continue, le mécanisme d'adhésion, enfin, on est complètement fou, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Alors, je vous le dis comme je le pense, je ne dis pas que Poutine est un saint, mais les torts sont partagés en Ukraine, et qu'on ne me dise pas que c'est la faute du grand méchant russe, ce n'est pas vrai. Il y a eu un coup d'État en Ukraine, il y a des gens qui sèment le désordre, et notamment les Américains, qui veulent absolument qu'il y ait un conflit au cœur de l'Europe. Pour diviser, attendez, je finis juste, pour diviser les Européens. Je ne suis pas un avocat de Poutine. Il y a eu des torts dans l'Est de l'Ukraine. Mais qu'on arrête de voir Poutine comme un danger public, et quand je vois que là, il y a un blogueur qui est en Arabie Saoudite, va avoir 1000 coups de fouet, c'est-à-dire qu'on va le tuer, et que M. Hollande passe sa vie en Arabie Saoudite et ne veut pas aller le 9 mai en Russie, où il y a eu 27 millions de soldats russes qui sont morts, enfin de Russes, pas de soldats, 20 millions de soldats et 9 millions de population, 7 millions de population civile, je me dis qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Nous avons des intérêts en partage avec la Russie, c'est un grand peuple. Je suis en désaccord sur certains points de Poutine, mais c'est pas en rentrant dans le jeu des Américains pour recréer un conflit au cœur de l'Europe qu'on va y arriver. L'Europe, pour moi, elle va de Brest à Moscou. Nous devons travailler avec les Russes. Nous devons bien sûr défendre l'intégrité territoriale ukrainienne, mais il faut aussi que les Ukrainiens arrêtent de semer le désordre en Ukraine. C'est un pays en totale faillite, parce qu'il y a des milices d'extrême droite, quasiment néo-nazis en Ukraine. Les torts sont partagés. Il y a des dingues dans le Donbass côté russe, il y a des dingues aussi de l'autre côté. Et on est en train de nous entraîner dans un conflit en Ukraine, alors que le vrai choc qui est devant nous, c'est les barbares de Daesh. Ce sont des fous furieux et qui veulent conquérir le monde, qui veulent faire un État islamique dangereux au nord de l'Afrique. Donc je pense que dans la vie, il faut savoir choisir ses priorités. Voilà. Et j'aurais aimé que le gouvernement français soit beaucoup plus ferme vis-à-vis de Daesh. Je vais vous choquer peut-être, mais je vous dis la vérité, parce que moi je ne suis pas un bonimenteur, je vous dis ce que je pense. Je pense même qu'on ne devrait pas s'attaquer à Assad, et qu'on a bien tort de s'attaquer à Assad en Syrie. C'est pas ma tasse de thé, c'est un monstre, on est d'accord, mais si Assad tombe, c'est le Liban qui tombera, et nous aurons donné tout le Moyen-Orient à des fous. Souvenez-vous de l'Allemagne nazie, on a mis beaucoup de temps à réagir. Hein. Eh bien, c'est le même genre de folie. C'est un autre style, mais c'est une même folie humaine. Donc, voilà. Alors, bien sûr que la Russie, c'est pas ma tasse de thé pour beaucoup de choses, il y a des défauts, mais c'est pas du tout de même nature que ce qu'il y a là. Voilà ma position sur... Et je persiste à penser qu'il faut une politique indépendante des États-Unis. Je respecte beaucoup les États-Unis, mais on est des amis, mais entre amis, on n'a pas à subir
leurs errements, parce que si on en est là en Irak, c'est quand même... et grâce à Chirac, on a évité le drame d'aller en Irak. Merci. Et donc, voilà. Après, je suis à la commission des affaires étrangères, je connais quand même pas trop mal toutes ces questions, pas non plus parfaitement, mais quand même, j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà ma ligne. Une politique étrangère indépendante, une politique étrangère d'équilibre, et une politique étrangère qui essaye de garder un lien important avec la Russie, parce que Poutine passera, obligatoirement, mais la Russie restera. En sachant que dans le conflit russo-ukrainien, ceux qui en pâtissent, ce sont les Français et pas les Américains. Parce qu'au niveau de la vente du porc, il y a un blocus pour nous, mais il n'y a pas pour eux. Tout à fait. Et je vais vous dire même, ce qui me révolte, et c'est là où il y a une faiblesse du président de la République, je l'ai vu sur cette affaire, parce qu'il nous voit une fois par an les chefs de parti, donc il est très correct d'ailleurs là-dessus, et je lui ai dit, mais les Américains ont augmenté leurs exportations en Russie. Et il me dit, vous savez ce qu'il me dit? Extraordinaire. Il me dit, oui, les Américains décident les sanctions et nous les payons. Et il m'ajoute, mais d'ailleurs, même Madame Merkel commence à le comprendre. Et je n'ai pas réagi parce que je suis poli, puis il me raccompagnait, je l'ai pas... Mais j'avais envie de lui dire, mais vous êtes président de la République ou vous êtes commentateur sportif? C'est-à-dire que c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'il vous dit, oui, vous avez raison, mais je ne peux rien faire. C'est terrible ce qui se passe. Et l'affaire des Mistral est scandaleuse. On a fabriqué 2 navires. C'est une honte ce qui se passe. C'est des milliers d'emplois perdus. Et en plus pas justifiés. Donc voilà ma position. Autre question? D'où le tort d'avoir tué Saddam Hussein. Mais bien sûr. Et Kadhafi. Bien sûr. Mais moi j'ai été traîné dans la boue par les journalistes quand j'ai dit que l'opération en Libye était dangereuse. Traîné dans la boue. Comme si je voulais tuer les gens, que j'étais un monstre, vous savez, j'ai été traîné dans la boue par BFM quand il y avait l'histoire des gaz chimiques, cette manipulation. Bien sûr qu'il y a eu des trucs horribles, mais la journaliste me dit, alors vous voulez gazer les gens? Je lui dis, j'ai jamais dit que je voulais gazer les gens. J'ai dit que vous allez soutenir les opposants de Assad et que les armes qu'on a livrées, que la France a livrées en douce, elles se sont retrouvées chez les islamistes. Alors après, c'est le beau jeu d'aller manifester pour Charlie et tout, alors qu'on a armé ces gens-là. Bien sûr, on a reproché à Sarkozy d'avoir mis la tente de... Bien sûr. Oui, et puis il n'y a pas que la tente à mon avis qui fait. Quand on a un joli bateau à Bolloré, il faut mieux passer par le Cardiff. Tout ça est très triste. Et je vais vous dire beaucoup de légèreté. Mais voilà, on n'a pas la même conception du pouvoir, surtout. Mais la situation internationale, et là on voit que les Américains veulent durcir la situation en Russie, les accords de Minsk avaient réussi, tout à coup on nous dit que ça foire et qu'il faut... et parce que diviser pour régner, c'était la vieille méthode anglaise que les Américains reprennent, et un conflit au cœur de l'Europe, là c'est quand même mieux. Pendant ce temps-là, la Chine et les États-Unis s'entendent comme larron en foire, et c'est l'avenir du continent, donc c'est des choses graves. Et là-dessus, on est très clair, debout la France, sur nos positions. Mais qui sont partagés par beaucoup d'autres, hein, Chevènement et d'autres. Hein. Je ne suis pas le seul, voilà, heureusement. Autre question, avant de boire un verre. Quels sont votre point de vue sur les énergies renouvelables? Ah, compliqué. Sachant que nous, le PR, on va faire au niveau de Areva. Oui, comment vous dire? D'abord, je pense qu'on ne doit pas laisser tomber notre filière. J'en ai assez aussi de voir l'État actionnaire utiliser les entreprises publiques pour se faire des dividendes, alors qu'on devrait investir. Deuxièmement, sur la situation d'Areva, je ne suis pas en mesure de vous dire qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, je vous parle franchement. Je pense qu'il y a eu des erreurs, que l'État n'a pas joué son rôle, mais qu'on doit investir dans le nucléaire parce qu'il faut perfectionner le nucléaire et éviter des catastrophes. Et donc tout ce qu'on peut faire pour perfectionner les centrales, on doit le faire. Après, je ne suis pas un fanatique du monopole nucléaire. Je pense qu'il faut les deux, et que si on peut diversifier le bouquet énergétique, c'est bien. En revanche, je dis attention à l'instrumentalisation des énergies renouvelables, parfois par des choses qui peuvent être choquantes. Et moi, j'ai une certaine inquiétude. Je crois plus au solaire, c'est pas parce que c'est M. le maire qui est là, qu'aux éoliens. J'ai un peu une inquiétude sur les éoliens, c'est-à-dire je voudrais qu'on me prouve la rentabilité réelle, l'utilisation réelle des éoliennes. Je suis un peu plus sceptique. Mais monsieur le maire connaît mieux que moi et il peut répondre mieux. Il peut compléter mieux que moi.
Donc, pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai pas le sentiment, comment vous dire, il faut qu'on... Le premier objectif, c'est le saut scientifique. Tout ce qu'on pourra gagner en progrès scientifique pour rendre plus rentable l'énergie solaire, pour stocker l'électricité, qui va être le point clé. La grande innovation de demain, c'est le stock de l'électricité. L'hydrogène. Donc on doit investir. Et moi, la seule chose que je sais, c'est que l'État, la France, doit investir dans ces domaines. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est qu'on achète tous nos panneaux solaires en Chine. Ça va pas se faire. Et je vais vous dire, j'ai vu la dernière entreprise Photowatt à Grenoble, pas à Grenoble, Bourgoin-Jallieu. Quand on voit que ce soit maintenant sur les éoliennes d'ailleurs aussi, les Chinois cassent le marché et vendent à perte leurs produits pour conquérir le monde. Et qu'on est idiots. Mais plus qu'idiots, les Américains, eux, mettent du protectionnisme. Quand la Chine triche, les Américains mettent une taxe. Nous, l'Europe, met rien. Et donc, tous nos produits, on devrait quand même avoir un producteur de panneaux solaires européens. Voilà. Juste sur l'éolien, parce que moi j'ai une position aussi en tant qu'élu. Aujourd'hui, le souci de l'éolien, c'est de combattre, enfin pour moi, le mitage. C'est-à-dire que des projets éoliens, il y en a peut-être de très bons, mais quand on voit le lobbying éolien, on se demande à qui profitent les projets. Et puis, il faut faire attention quand on voit arriver une éolienne de 150 mètres de haut, près à 500 mètres d'une habitation. Donc, dans le Calvados, il y a beaucoup... Parfois très proche. Bah maintenant, normalement c'est 500, peut-être 1000, mais bon, je ne sais pas si c'est encore... Non, ça n'a pas été 500. Ça n'a pas été voté, c'est bien ce qui me semble. C'est dramatique d'ailleurs. Mais le lobbying est très important et on ne peut pas accepter comme ça d'avoir des projets de 4-5 éoliennes partout. Et on se rend compte que sur le terrain, il y a des conseils municipaux comme ça qui prennent une position sans en informer les habitants, et c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Donc des projets d'éoliennes, il y a dans certains secteurs ou dans certaines plaines, il y a 20-30 éoliennes, c'est la plaine, il n'y a pas d'habitation autour, c'est très bien. Moi je pense qu'il faut travailler sur l'innovation dans ces domaines-là, et notamment sur l'hydrolien. Voilà. Donc il faut faire très très attention, mais le lobbying est très très important dans ce secteur-là. Parce qu'il est fiscal aussi. Déduction fiscale. Dernier point, sur le nucléaire, il y a un aspect très important. C'est l'industrie nucléaire et notre capacité à défendre nos intérêts. Le hold-up qui a été fait sur Alstom est un scandale absolu. Scandale absolu. Et c'est de la haute trahison. De la haute trahison. Je pèse mes mots. Autre question avant qu'on prenne un verre? Bon, on va parler autour du... Oui. Ah bon. J'ai écrit un livre, je suis désolé de parler de mon livre, j'en ai écrit deux même là-dessus. J'ai écrit l'euro, l'arnaque du siècle, c'était surtout sur la mondialisation financière, et j'ai écrit un autre livre, Les voleurs de la République, donc que vous trouvez chez Fayard, encore en librairie, je ne sais pas si en librairie, enfin vous le trouverez si vous le commandez, qui explique la fraude fiscale, la grande fraude fiscale, et le fait qu'on pénalise nos petits entrepreneurs avec des surtaxes, alors que des grandes entreprises qui délocalisent ne payent rien. Et donc toute la politique à mettre, c'est de se servir de l'outil fiscal pour favoriser la relocalisation. Et c'est ça l'aspect fondamental. Si on relocalise 1 million d'emplois dans notre pays, on s'en sortira. On paiera nos régimes sociaux, il n'y aura pas de souci. Et qu'on arrête de vous dire que vous êtes des salauds, que les retraites... Nous sommes un pays qui a l'équilibre démographique. Nous ne sommes pas l'Allemagne qui perd 100 000 habitants par an et qui va en perdre 300 000. Nous avons l'équilibre démographique. Donc il faut arrêter de culpabiliser les Français sur les retraites. Les retraites, on ne pourra pas les payer, quels que soient les régimes, les réformes, si on laisse partir les emplois. Donc la priorité absolue, c'est la création d'emplois, la relocalisation des emplois. Et pour relocaliser des emplois, il faut changer à la fois la valeur de la monnaie, ça commence à être fait, et il faut changer l'incitation fiscale. Et je propose une mesure très simple, qu'on a proposée à la présidentielle, qui coûtait beaucoup moins cher que le CICE, qui est la baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire français. Ça a été fait dans des États américains. C'est un formidable dopant pour la PME qui produit en France, qui achète une camionnette, qui achète un robot, qui investit dans un hangar. Immédiatement, il a une prime. Celui qui fait du rachat d'actions, qui renvoie les bénéfices en dividendes et qui délocalise, il paye le taux maximum.
Et je peux vous dire que ça, c'est une mesure simple dont n'a jamais voulu Bercy, soi-disant parce que ça coûte trop cher, mais ça coûtait beaucoup moins cher que toutes les usines à gaz qu'ils inventent. Comme la mesure le crédit impôt recherche, c'était une bonne formule. Donc il y a des formules à mettre, mais pas pour les banques. Il faudrait le garder pour... Donc, ce que je veux vous dire, et je vais conclure là-dessus, il y a des solutions. Qu'on arrête de faire croire aux gens qu'il n'y a aucune solution, qu'ils ne pourront pas s'en sortir, que c'est foutu. Comme l'a dit Nicolas, il y a des solutions. Moi, je ne suis pas pessimiste sur le pays. On a tout pour réussir. Simplement, si on ne prend pas les bonnes mesures, à un moment, on se plante. Et ça fait 20 ans que ça dure. Donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Voilà. Écoutez, moi, je pense qu'on pourrait prendre un petit verre, parce que je veux absolument avoir le temps de vous voir avant de partir. Et je vais peut-être passer la parole pour conclure à Olivier. Merci. Très très vrai. Merci à vous encore d'être venus ce soir. J'espère que cette réunion vous a plu. Nicolas, juste avant de partir, je te donne un petit cadeau quand même, parce que tu as eu la mobilité de passer dans notre belle région, notamment Bressé. Donc voilà, je voulais t'offrir simplement ce livre, qui est sur l'ancien canton de Bressé, parce que maintenant c'est le canton d'Isigny-le-Buat, donc tu verras. Donc si un jour tu veux passer et venir passer tes vacances ici, tu seras bienvenu. Comment ? C'est gentil. Ouais, voilà, sur le canton de Bressé, voilà. Avec un petit mot. Voilà, donc je vous invite toutes et tous à vous diriger vers le buffet, on va boire un verre, on pourra continuer la discussion. Voilà, merci à vous.